Mesdames et messieurs, donc en effet, comme vient de le dire Madame Coffinier, je ne pouvais pas assister ce matin à vos entretiens parce que nous avions un colloque de l'Académie des sciences sur les questions de Covid et parce que j'organise aussi pour mes confrères académiciens âgés, non sans mal d'ailleurs, une campagne de vaccination. Bref, enfin des soucis du quotidien. Je le regarde d'autant plus que la question évidemment m'intéresse, vous l'imaginez bien, pour 1000 raisons, et qu'en plus, les témoignages du maire de Saint-Pierre-de-Frugy, village du nord de la Dordogne, mais exemplaire, qui fait parler beaucoup de lui. J'ai même vu une émission récemment sur les restaurants, etc., que vous créez là-bas, ta mère, une sorte de laboratoire de la ruralité qui se bat. Donc j'aurais été très heureux de les entendre et puis de voir un certain nombre de mes confrères, notamment mon confrère et ami le sénateur Max Brisson, ici présent, et collègue, puisqu'il est inspecteur général, comme je le fus. Alors, on m'a préparé un très beau discours dont je vais peut-être me dispenser, et même s'il est très bien, je ne dirai pas aux collaborateurs qui l'ont préparé, mais je voudrais vous dire des choses peut-être qui viendront plus directement de mon sentiment personnel. D'abord, vous avez bien fait de parler de l'école rurale. C'est pour la République française, mais peut-être beaucoup plus que dans beaucoup de pays modernes, l'école rurale est liée profondément à l'école elle-même. Il n'y a pas de pensée sur l'école sans la pensée de l'école rurale. Au point même, d'ailleurs, comme vous le savez, que c'est presque une figure littéraire, c'est presque une figure esthétique. Quand on dit le Grand Bol ou je ne sais quoi, c'est autour de l'image de l'école rurale que se construit la pensée sur l'école. Et lorsqu'on regarde la manière dont l'école de 1870, disons, l'école de Jules Ferry ou de Guizot s'organise, on voit bien que toute la structuration, à la fois pédagogique et temporelle, de l'école s'inscrit dans la ruralité. Les vacances correspondent aux événements ruraux, les élèves sont dégagés lors des périodes de moisson ou de récolte. Le fond culturel sur lequel on travaille, c'est celui de la ruralité. On cite toujours l'exemple de Jules Ferry qui sortait sa montre le mardi à 15h et qui disait en ce moment toutes les écoles de 9e sont en train de faire une dictée sur le labour. Bon, donc c'était le labour, les semailles, comme on le voit d'ailleurs dans la littérature poétique de l'époque ou dans la littérature romanesque, Georges Sand, que c'est. L'école rurale, c'est plus qu'une réalité vécue et exprimée tout à l'heure par des élus. C'est presque une image mentale, un mythe au sens barthésien du terme de l'histoire française. Il faut le comprendre parce que ça marque aussi la manière dont on en parle ensuite. Et c'est beaucoup plus difficile de parler de l'école rurale calmement que ce que l'on pourrait faire pour un lycée hôtelier ou que sais-je. Il y a une sorte de poids qui pèse sur nos épaules dès qu'on évoque cette figure parce qu'elle a toujours été pensée ainsi. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on évoquait moins l'école rurale que ce qu'on appelait la communale. C'est-à-dire on associait à l'idée même de commune le principe qui est une école. Et on l'associait tellement d'ailleurs que lorsqu'on regarde au milieu du XIXe siècle, même avant les lois Ferry, à partir de Guizot, des gens de 1830 et après, on voit que l'école est conçue comme à la fois le lieu scolaire, mais le lieu central de la commune. C'est souvent dans le même bâtiment que se trouvent l'école et la mairie. Le maire, très souvent, est aussi un écrivain public, quelqu'un qui reçoit les visites de ses concitoyens au sortir de son travail d'instituteur. Il est souvent le secrétaire de mairie, en quelque sorte. Parfois, il est maire lui-même. Et cette tradition a beaucoup marqué l'histoire de la République, puisque dans les départements ruraux, je suis sûr que c'est vrai dans les Pyrénées-Atlantiques, Max Brisson le dirait, mais c'est particulièrement vrai dans un département que j'ai connu, comme la Dordogne, les élus départementaux sont très souvent des anciens instituteurs ou professeurs des écoles ou professeurs tout court. Dans le département de la Dordogne, il y avait 50 cantons avant la réforme cantonale, avant la fusion des cantons. Il y avait une trentaine, une quarantaine même, de personnes qui venaient de l'éducation nationale et étaient d'anciens instituteurs et dont le métier de professeur de la communale faisait en quelque sorte le lit d'une carrière politique désirée par ses concitoyens. Tout ceci, il faut le dire, parce que
ça explique les difficultés que l'on a. Tout à l'heure, M. Fayol me reprochait d'avoir fermé l'école de son papa. Vous imaginez bien que ce n'est pas le ministre qui décide ça lui-même. Tout ceci se prépare par les cartes scolaires qui sont encore aujourd'hui, comme vous le savez, à partir du mois de février, un combat épouvantable. C'est la période où il ne faut pas être inspecteur d'académie en résidence, il ne faut pas être directeur départemental des services d'éducation nationale parce que tout le monde tombe dessus lorsque vous annoncez des fermetures. Et d'autant que les interventions viennent de très haut. Alors, puisqu'on a cité un souvenir, je vais en citer un autre. Lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale et que M. Fillon était Premier ministre, il m'avait bassiné parce qu'il y avait une école rurale dans les Pyrénées-Atlantiques, précisément, encore, à laquelle il tenait beaucoup et dont il ne voulait pas qu'on la ferme. Bon, alors nous avons fait les interventions qu'il fallait. Bon, bah. Donc, le Premier ministre lui-même, autrement dit, intervenait pour que je ne fasse pas ce que lui-même m'avait demandé de faire, pour une école en particulier. Et donc, je ne dirai pas le nom de cette école, et j'espère que tout ceci ne sera pas trop répété, mais enfin bon. Et donc, on ne ferme pas cette école. Et à la rentrée, voulant faire du zèle jusqu'au bout, je me suis dit, tiens, je vais appeler le maire de la commune pour voir comment va cette école que nous n'avons pas fermée. Alors j'ai dit, bonjour monsieur le maire, ça va, formidable. Monsieur le ministre, comme je vous remercie, mon école communale n'est pas fermée. J'ai dit, combien avez-vous d'élèves? Un, me dit-il. Donc j'avais fait l'erreur à ne pas faire, c'est-à-dire se mêler de ce qu'aurait très bien fait l'inspecteur d'académie, et j'ai pris une décision qui était tout à fait injuste vis-à-vis de la répartition des moyens scolaires, et l'année suivante, nous avons fermé cette école. Alors, tout ceci pour dire que, après avoir été un élément de la mythologie au bon sens du terme, du mythe scolaire français, l'école rurale est devenue un lieu d'enjeux sociopolitiques très importants. Et il ne faut pas croire que les choses aient tellement cessé. Nous l'avons entendu tout à l'heure lorsqu'on entendait les élus ruraux, les maires de petites communes, qui expliquaient comment ils se battent pour essayer, par les moyens qu'ils peuvent, d'éviter les fermetures. Et une grande partie des politiques de proximité qui ont été conduites dans ces 50 dernières années, par le ministère de l'Éducation nationale, visaient donc à essayer d'éviter les fermetures complètes dans le milieu rural. Ça a été l'origine des regroupements pédagogiques intercommunaux. Ça a été aussi l'aide de toute manière à des accueils de familles qui pourraient recréer de la démographie pour éviter que l'école ferme. Ça a été des soutiens de toute nature venus des collectivités locales. L'enjeu de l'école, de la non-fermeture de l'école, est devenu un enjeu politique majeur. Et chaque fois qu'on entend des gens qui protestent ou que l'on voit des gens défiler, c'est souvent à propos de fermeture d'école que les questions se posent, au moins au niveau local. Mais encore que, même rue de Grenelle, on entendait des manifestations de gens qui arrivaient en quart de je ne sais où, de quelques départements du fin fond de la France, et protestaient parce qu'une école dans un village dont tout le monde ignorait le nom allait être fermée. Alors voilà ce que je voulais dire en préambule. Je voudrais ajouter ceci, c'est que c'est à juste titre que les défenseurs de l'école rurale sont actifs. Parce que, non seulement pour les raisons que nous venons de dire, parce que c'est une manière d'affirmer l'histoire de la République scolaire ou de l'école de la République, parce que c'est une manière aussi d'affirmer le droit au territoire, de maintenir un réseau de familles et d'enfants le plus longtemps possible, mais aussi et surtout, et c'est là que je voulais en venir, parce que c'est souvent dans l'école rurale que nous avons trouvé un véritable laboratoire pédagogique, en fait. C'est là qu'il a fallu inventer, bon gré mal gré, des solutions, avec des classes à plusieurs niveaux. Je voyais l'autre jour une émission sur une classe à La Réunion où il y avait 7 niveaux, je souhaite du plaisir à la dame qui faisait ça, des écoles à plusieurs niveaux, des moyens qui ne sont pas ceux des grandes villes en termes de fréquentation, de visite, d'exploitation de ressources patrimoniales ou historiques ou culturelles, une certaine solitude des enseignants et une proximité de la nature qui fait que l'école vit au rythme de la nature. Souvenez-vous de ce film extraordinaire qui s'appelait « Être et avoir ». On peut en discuter de ce qu'on veut, mais c'était un film sur les saisons, en fait, si vous vous souvenez bien. L'école vivait au rythme de ces saisons. Et donc, pour toutes ces raisons objectives, au fond, l'instituteur, le professeur des écoles, dans l'école rurale, est un inventeur permanent.
inventeur de proximité, d'attention aux enfants, par définition, puisqu'ils sont de niveaux différents, la classe unique, l'école. Et c'est souvent là que les choses se passent le plus merveilleusement. Et dans toutes les études qui ont pu être faites par l'Inspection générale de l'éducation nationale sur les classes uniques ou les classes rurales, tout ce qui est apparu, c'est l'efficacité de ce dispositif. Sa complexité, sa fragilité, ça repose beaucoup sur la personnalité du professeur ou de l'instituteur. C'est évidemment lui qui couvre l'institutrice, c'est évidemment lui qui compte, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui est vraiment là le militant de l'école. Mais les résultats sont merveilleux et même on peut dire que la classe unique a plutôt de meilleurs résultats que la classe de banlieue d'une ville moyenne où vous avez 7 ou 8 classes dans une école communale. Et donc, pour cette raison aussi, il faut soutenir l'école rurale parce qu'elle est un laboratoire. Et même plus que ça, on pourrait dire, oui, mais alors ce que vous dites là, c'est une sorte de nostalgie. C'est parce que vous rêvez de l'école rurale de naguère, avec l'instituteur, avec ses petites classes, etc., qui fait la cantine, comme disait tout à l'heure M. Chabot, que sais-je, peut-être. Mais pas seulement ça. Et même ça obligeait, en fait, l'école à être moderne, et non pas à s'accrocher simplement dans son environnement. Par exemple, ce que peu de gens savent au fond, le début des tableaux blancs interactifs vient de l'école rurale. C'est parce qu'on s'est dit, mais enfin c'est tout à fait embêtant, on fait des programmes dans lesquels on incite à connaître l'histoire de l'art ou des choses de cet ordre, mais comment ils vont faire? On va sûrement faire distribuer des images. On dit, mais ce qu'il faut, c'est un tableau blanc interactif qui soit branché sur Internet, ou soit un système de ressources sur l'INA, que sais-je, et donc on pourra faire apparaître dans la classe la totalité de la connaissance possible dans le domaine patrimonial, dans le domaine muséographique et que sais-je. Et donc les premiers tableaux blancs interactifs qui ont été installés dans les années 2002-2003, j'étais à ce moment-là ministre délégué à l'enseignement scolaire, c'est pour ça je m'en souviens très bien, l'ont été parce que l'école rurale en avait besoin. Et c'est à partir de cette expérience qui a marché en tous les cas majoritairement, que petit à petit on a progressé dans ces outils. Je ne dis pas que ces outils, ces truchements, soient le tout de l'école et qu'on ne ferait pas l'école sans eux. Je dis simplement qu'ils nous ont obligés à penser différemment l'approche des ressources pédagogiques nécessaires, parce que pour l'école rurale, c'était absolument majeur. Alors, ce que vous avez dû dire ce matin, je le répète, je suis désolé de ne pas l'avoir pu le suivre, d'autant que ces sujets m'intéressent toujours, on ne se refait pas. Ce que je crois surtout, c'est que l'école rurale, elle est de plus en plus entre les mains des acteurs locaux, plus que de la colonne vertébrale du système national. Et sans évidemment défendre à tout prix l'initiative locale face à l'organisation, à la structure de la grande école de la République, à laquelle je suis très attaché évidemment, je pense que là aussi, c'est prophétique. Parce que quand M. Chabot, à Saint-Pierre-de-Frugy, fait son restaurant rural, attire de nouveaux habitants, organise des relations, propose un développement écologique, organise des fêtes entre voisins, crée de la vie, il le fait parce qu'il est une école. Et donc, réciproquement, une nouvelle manière de vivre, de se penser ensemble, se fait par l'école, et cette manière de vivre ensemble aussi vient faire organiser différemment l'école. Des personnes extérieures peuvent aller et venir, des auxiliaires peuvent être recrutés au niveau local, et bref, quelque chose de plus vivant, de plus souple au fond, se met en place, qui est nécessaire à tous les systèmes humains modernes. Il n'y a plus c'est une utopie que de croire, comme on pouvait l'imaginer, qu'on puisse depuis Paris gérer d'une manière unique et totale l'ensemble du système éducatif. Tout au contraire, c'est la confiance au terrain, c'est l'encouragement aux initiatives locales, c'est l'accompagnement des projets, c'est l'aide à trouver des financements, c'est le montage de projets pédagogiques et péripédagogiques aussi. Il faut des choses autour pour que ça marche. Et tout ça, ça s'appelle tout simplement le territoire de la République. Et sans les territoires, il n'y a pas de République.
Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le chancelier, de cette conclusion. Vous avez conclu sur le fond. Et comme le temps nous est, je crois, assez limité, puisqu'il y a, me semble-t-il, une session d'une académie dans la foulée, je conclurai plutôt sur et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, sur l'aspect, comment dire, à la Lénine du que faire. D'abord, je voulais très rapidement remercier chacun des intervenants. J'imagine que c'est assez frustrant de ne pouvoir parler pas très longtemps, mais on était obligé de faire quelque chose de très ramassé avec la Covid qui rend tout un petit peu compliqué. Et je remercie à chacun d'être resté jusqu'au bout, à quelques très rares exceptions qui avaient prévenu avant, ce qui fait que c'était vraiment un séminaire où tout le monde a pu entendre tout le monde. Donc la conclusion de ça, c'est qu'il faut poursuivre cet échange, ou plutôt maintenant qu'il faut passer à l'action, maintenant qu'on voit les différentes pistes, qu'on voit les audaces possibles des uns et des autres, et à partir de là, on voit qu'il y a des choses à faire et qu'elles sont donc possibles, puisque certains les ont faites avec beaucoup de courage et de ténacité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit premièrement qu'on peut faire dans le cas du public comme dans le cas du privé. On n'a pas vu par contre, et à mon avis c'est un tort parce que c'est tout à fait faisable, on n'a pas vu tellement de collaboration publique-privée dans ce qui a été prévu ce matin, montré ce matin. Mais on a vu des choses originales dans le public avec effectivement un formateur extérieur, en l'occurrence Sylvie Descleb, qui est venu former pour renouveler de l'intérieur une école publique et donc la régénérer et de nouveau créer de l'attractivité. Donc ce n'était pas des formateurs éducation nationale, c'était donc une approche privée, innovante si on veut, bien que Montessori soit pas tout à fait récent, pour renouveler de l'intérieur l'école publique. Et bien plus souvent, on a vu des maires qui facilitaient, voire qui créaient eux-mêmes, quitte à faire quelques éventuellement entorses à la légalité stricte de ce qui est théoriquement permis. Mais on a vu des maires qui donc facilitaient ou créaient eux-mêmes des écoles qu'on peut appeler libres, en ce sens qu'elles ne viennent pas de l'État en tant que telles, pour redonner de la vie ou sauver une école, parce que s'il y a bien un point en tout cas de consensus entre tous les intervenants, c'est que là où il n'y a plus d'école, il y a la mort, à quelques très rares exceptions, comme a pu nous l'expliquer Fabien Piollet ce matin, sur la dimension, lorsque le terrain est très, très, très serré, donc on a plein de petites écoles autour. Dans ce cas-là, ça règle le problème. Mais à part cette exception, dès qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de vie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, c'est possible de créer une école et peut-être qu'on pourrait déjà, pour ceux qui sont d'accord, se mettre en réseau entre tous ceux qui ont créé des écoles, qui veulent en créer, pour partager du savoir-faire, s'entraider et éviter de réinventer la roue là où il n'y a pas matière à le faire. Aussi, en faisant connaître que c'est possible, on va donner l'audace à d'autres personnes de le faire. À l'association Créer son école, que je préside maintenant depuis 15 ans, nous avons de plus en plus d'appels de maires ruraux ou de conseillers municipaux ou bien d'entrepreneurs locaux qui disent qu'ils veulent pouvoir être capables de créer une école et qui veulent être accompagnés pour faire cela. Donc peut-être que premièrement, on pourrait se mettre en réseau et pourquoi pas mettre, certains me disaient déjà partager des délibérations, il a fallu faire des délibérations communales, il a fallu faire des études juridiques pour savoir ce qui était possible de faire ou de ne pas faire, expliquer aussi sa démarche à l'éducation nationale pour pas qu'elle le prenne comme quelque chose qui pourrait être problématique, mais bien comme une réaction pragmatique pour, non pas créer de la vie, mais en tout cas éviter que la vie ne meure, ne disparaisse. Et on voit bien, et c'est tout à fait moderne, on le voit très bien à travers le témoignage notamment de Puy Saint-Vincent, on voit bien que c'est un tout. Créer une école, c'est une vision du monde, c'est une intégration par rapport à l'écologie, par rapport aussi à l'urbanisme. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème dans la construction. Il y a un cercle vertueux, on sauve l'école, les familles veulent revenir, les petits commerces rouvrent, il y a une vitalité qui se redéploie, et là d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se heurter au plus, on ne va pas pouvoir construire, on ne va pas pouvoir accueillir suffisamment de familles, et on ne pourra pas facilement aussi développer l'école qui parfois se heurte, elle aussi, à des règles d'urbanisme. Donc la conclusion de tout ça, c'est bien sûr un appel à pouvoir expérimenter, un appel de l'État à être un peu souple. Il a donné énormément de liberté aux territoires qui sont situés dans les quartiers, comme on dit, dans les banlieues sensibles. Maintenant, il n'en donne pas tant que cela dans la ruralité. Or, c'est bien beau d'être beau, élégant, pour que les Parisiens puissent voir une belle campagne souriante et pas ravagée par des constructions de fort peu de goût. Enfin, il faut aussi pouvoir construire ce qui est nécessaire au développement local et bien sûr à accompagner la vie.
Donc, peut-être que ce qu'on peut faire tout simplement à la suite, c'est conclure par une sorte d'appel en disant « mettons-nous en réseau ». L'association Créer son école est là pour accompagner, conseiller les créateurs d'écoles, parce que ça fait 15 ans qu'elle le fait, elle a accompagné des centaines d'écoles. Et puis, il me semble que l'heure est venue, non pas pour continuer une guerre scolaire stérile et qui ne parle plus à personne, mais pour innover main dans la main avec l'éducation nationale qui peut-être doit accepter plus de dérogations et plus d'expérimentation, plus de pragmatisme, en renonçant à des approches, comme on dit en horrible franglais, top-down, donc très, du haut vers le bas, très finalement à l'ancienne, pour contractualiser ou bien pour accepter en fait que les collectivités locales ne soient pas simplement des payeurs, mais soient aussi des gens qui soient capables de dire on a besoin de ça, on a telle ressource sur laquelle on peut s'appuyer, on a telle mise en réseau qu'on peut oser, et donc c'est le moment de le faire. Donc, je vous invite tous peut-être à rester en réseau puisqu'on a tous nos contacts. Je peux proposer de mettre tout le monde en réseau et on peut ensuite essayer de créer des groupes de travail ou des choses très concrètes pour vous aider étape après étape à voir comment on pourrait faciliter ces créations pour que bien la France rurale, la France des territoires, la France puisse vivre malgré la logique de rationalisation budgétaire et économique qui, si on la suit, conduit finalement à concentrer tout le monde dans les grandes villes. Donc, je vous remercie beaucoup, monsieur le chancelier. Et peut-être que si on a le temps de 2-3 échanges, je vous invite chacun à prendre vos micros. Alors, je n'ai pas vraiment de questions. Tout a été bien dit par chaque intervenant. Par contre, voilà, je vous rejoins sur le point suivant, c'est que on a, je pense, ce matin balayé toutes les clés de la bonne recette pour faire revivre nos villages et redonner une nouvelle impulsion à l'éducation en zone rurale, notamment grâce à l'innovation. Et il est peut-être effectivement venu le temps de réfléchir à des solutions qui viennent du public et du privé, les uns se soutenant finalement vers un avenir meilleur. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, il y a un point qu'on a peu abordé, mais par exemple, la fondation Kairos, qui organise donc ce colloque, a notamment apporté un soutien financier à plusieurs des écoles qui sont ici présentes pour permettre la dimension sociale. C'est-à-dire que ces écoles existent, elles ont quand même un coût, elles ne sont pas complètement gratuites, et c'est important que les publics locaux puissent en bénéficier. Or, en particulier dans le contexte de la crise de la Covid, beaucoup de familles ont été déstabilisées et donc n'étaient plus capables de pouvoir aller dans ces écoles. Et donc, la Fondation Kairos, au titre de sa politique sociale, a pu donc faire un soutien financier pour permettre aux familles déstabilisées économiquement de continuer à aller dans ces écoles et de ne pas donc casser la dynamique de ces écoles et puis la dynamique d'apprentissage de ces familles. Monsieur Bouchard, vous pouvez poser votre question en essayant d'être très, très court. Très court. Créer son école, peut-elle intervenir, a-t-elle l'intention d'intervenir dans les écoles publiques dont on a vu qu'elles pouvaient avoir une dynamique qui se rapproche de celle des écoles hors contrat? Alors, par ces statuts, créer son école ne peut intervenir que pour les classes ou les écoles hors contrat. Donc, la question est réglée juridiquement. Par contre, pour ce qui concerne la Fondation Kairos peut intervenir aussi bien au profit d'écoles publiques que privées, en France ou à l'étranger, en scolaire ou en périscolaire. Donc là, le jeu est complètement ouvert, mais naturellement, il y a un peu une question de priorité. Dans la mesure où les écoles complètement libres ne bénéficient d'aucune forme de soutien, c'est assez logique de commencer déjà par soutenir ces écoles. Mais ce qui est peut-être le plus problématique, il me semble qu'il y aurait 2 points, si on doit faire une forme de lobbying ou de sensibilisation des parlementaires, il y aurait 2 points à faire évoluer. Le premier point, c'est bien sûr la règle des 5 ans, parce que pour ouvrir un établissement, il faut 5 ans actuellement d'expérience dans un établissement d'enseignement. Or, quand vous ouvrez une école multiniveau ou voire classe unique de quelques élèves, ce qui compte, c'est de l'ouvrir, cette école, avec quelqu'un qui est compétent, notamment académiquement, et qui est volontaire pour se lancer dans cette expérience tout à fait atypique. Le fait qu'il ait ou qu'il n'ait pas 5 ans d'expérience dans l'établissement d'enseignement paraît tout à fait secondaire. Donc il faudrait vraiment que l'éducation nationale soit tout à fait libérale dans sa politique de dérogation et fasse preuve de bon sens
parce qu'empêcher l'ouverture d'une école parce qu'il n'y a pas les 5 ans, c'est quand même assez absurde comme situation. Ça, c'est la première chose qui me semble qu'il faudrait changer. Et la deuxième chose aussi, naturellement, c'est qu'actuellement, dans le contexte des loi Fallout et autres, qui continuent à régir le système actuel, une collectivité locale ne peut pas du tout subventionner une école, même si c'est son école, même si elle est à l'origine de cette école et même si cette école ne s'est créée que parce que l'État s'était retiré. Il y a là quelque chose d'un peu fou, parce qu'il ne s'agit pas de déstabiliser une école existante ou il ne s'agit pas de faciliter, entre guillemets, le passage du public au privé. Là, on est dans une logique de substitution et dans ce type de situation, il me semble qu'il faudrait prévoir une dérogation pour permettre aux collectivités locales de pouvoir soutenir directement avec leur forfait communal. Parce que finalement, vous avez des situations assez absurdes où on n'a pas parlé de la question du forfait communal ce matin, mais finalement, nombre de maires qui m'ont contacté ont dit on a à peu près 50 à 60 000 euros de forfait communal, qui est donc utilisé pour scolariser les enfants chez nos voisins, dans d'autres communes. Et pendant ce temps, avec 50 ou 60 000 euros, naturellement qu'on pourrait ouvrir une école chez nous. Sauf que ces 50 ou 60 000 euros de forfait communal, nous n'avons légalement pas le droit de les utiliser pour notre propre école, puisqu'il n'est pas autorisé de soutenir une école privée hors contrat, et d'ailleurs même sous contrat, de cette manière-là. Donc il y a là des paradoxes. Si vraiment on veut que la ruralité vive, il va falloir faire preuve un petit peu de souplesse. C'est une méthode de dire que les choses changent, tout change et tout le temps. Sauf que depuis maintenant bientôt 1 an, et pour encore un certain temps, la Covid est venue bouleverser beaucoup de choses, à commencer par cette réunion aujourd'hui, puisqu'elle impacte la présence de nombre d'entre nous. Je crois que dans tout le demain qui est aujourd'hui envisagé, alors peut-être pas assez, parce qu'on entend beaucoup plus parler de l'immédiateté des priorités, ce que je peux comprendre, mais moins de ce qu'on va faire demain. Il serait quand même temps de vraiment y réfléchir. On nous a présenté un certain nombre de choses, des plans de relance, un certain nombre de dispositifs. Si on avait la possibilité d'avoir dans ce changement cette simplification dont nous nous gargarisons volontiers depuis des décennies dans ce pays pour pouvoir faciliter la vie des élus ruraux notamment et des petites organisations. On l'a entendu dans la voix d'un certain nombre d'élus qui sont succédés ce matin. Qu'est-ce que c'est compliqué. Nous avons une quantité de fonctionnaires territoriaux dévoués sur différents types d'interventions, mais la coordination de tout ça, c'est l'histoire d'organiser l'organisation. Ça devient ubuesque. Donc, et alors que justement, plus ça va, plus je vais vous interroger dans cette logique-là. On a été sollicité par plusieurs maires qui nous disaient est-ce que vous ne pourriez pas créer une sorte de plateforme juridique, donc juste un service juridique auquel on cotiserait. Donc les maires ruraux cotiseraient une sorte de service juridique qui leur permettrait de dénouer ces questions administratives ou juridiques, parce qu'ils ne peuvent pas se payer un service juridique en ayant une mairie avec une commune avec 500 habitants. Et donc, ce service pourrait permettre de résoudre les problèmes liés vraiment strictement aux questions, disons, on va dire, aux questions éducatives, sociales, pour rester quand même tout ce qui tourne à l'enfance. Donc ça nous paraissait pas absurde. Simplement, là, il faut prévoir un système de cotisation pour mettre finalement des juristes au service qui se spécialisent et qui vont vraiment aider à trouver des solutions innovantes de terrain, type création d'écoles ou conversion de pédagogie d'écoles existantes. Et vous parliez de lobby tout à l'heure, mais c'est l'heure, je pense, vraiment pour la Fondation de faire passer ce message. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de besoin d'ingénierie partout pour comprendre, pour arriver à travailler. Oui, tout ça, on en parle. Mais quand on veut le mettre en pratique, ah non, vous ne rentrez pas dans la bonne case, vous rentrez dans la case suivante. Ah non, finalement, on a réfléchi, ce n'est pas exactement la case suivante. Enfin, on a beaucoup de mal à avancer, alors que, Madame Delsol le disait en ouverture ce matin, on aurait besoin d'un peu plus de vitesse aujourd'hui. Il faut avancer parce que sinon ça va bouger pas dans le bon sens pour nous. Donc si on veut être crédible, il faut que tous les systèmes aillent dans le même sens. Donc au titre du lobby que vous pouvez pousser,
aidons les collectivités territoriales, effectivement, à faciliter l'installation, à faciliter la création, à faciliter le développement, et ne butons pas sur de renvois d'une administration à une autre et à des problématiques à n'en plus finir. Il ne s'agit pas de tomber dans le simplisme, hein, je suis bien conscient, mais on aura du mal ici à simplifier l'éducation et l'administration de là où on est, mais en tout cas, on peut être obstinément tourné vers la notion d'expérimentation et de dérogation et essayer aussi de prendre un certain nombre de risques, parfois calculés, pour faire évoluer les pratiques. Il y a des choses qui sont limites, il y a un risque parfois juridique, on peut le prendre, on peut le partager à plusieurs pour faire évaluer un certain nombre de pratiques dans le sens de servir les enfants du territoire. Il y a une dernière intervention, donc je vous en prie. Si vous le voulez bien. Monsieur le sénateur Brisson. Non, il ne faut pas se payer de mots. On ne touchera pas quelques lois fondatrices, on ne touchera pas à la loi Fallou, on ne touchera pas aux grands équilibres entre le public et le privé sous contrat. En revanche, regardons dans les territoires, et je pense que la Fondation Keros peut le faire, il y a des échanges de bonnes pratiques. On a bien vu ce matin qu'il y a beaucoup de maires et de municipalités engagés sur des créations d'écoles qui sont bien sûr dans les clous de la République, mais à partir d'initiatives très, très fortes. Moi, j'en connais dans mon territoire, je vois bien des mairies intervenir. Tout ça, c'est l'intelligence des territoires. Ça peut se discuter sur le terrain, se discuter avec le préfet, le DAZEN, et on arrive à des accords. Je pense qu'il vaut mieux ces accords-là qu'essayer de secouer, et on n'y arrivera pas, des monuments, des masses de granit de l'organisation de notre État. Donc, je pense que des échanges de bonnes pratiques que l'on voit sur les territoires serait une bonne chose. Moi, ma crainte, c'est l'ambiance générale du pays aujourd'hui qui amène à vouloir souvent réduire tout ce qui est diversité pour des combats que nous partageons tous, mais qui fait, on risque d'en débattre, on en débat déjà au Parlement, à l'Assemblée, on va en débattre au Sénat à travers la loi sur le renforcement des principes de la République, qui fait que l'on va faire tomber la massue à côté sur des diversités. Tout ce qu'on a entendu ce matin, ça enrichit la République, que ça ne l'affaiblit pas, mais je crains en effet que l'idée d'un modèle unique, qui quelque part parfois existe aussi au 110 rue de Grenelle, conforté par l'ambiance actuelle, nous mette en difficulté. Et c'est là, je crois qu'il faudra beaucoup de vigilance. Alors justement, vous m'offrez la transition toute trouvée, puisque le prochain colloque de la Fondation Keros portera sur la liberté d'enseignement. C'est un colloque de droit, un colloque universitaire de droit avec les meilleurs spécialistes et surtout les meilleurs professeurs de droit comparé, droit constitutionnel, droit public. Et donc ce sera toute la journée du 9 mars. Ce sera à l'Institut de France et ça permettra de faire le point sur cette fameuse liberté d'enseignement, comment s'est-elle constituée, son articulation avec la laïcité, avec la liberté religieuse et où nous en sommes aujourd'hui. Et donc aussi de voir que c'est un trésor qui mérite d'être défendu, d'être gardé et que comme souvent quand on bénéficie d'une chose, on finit par en perdre le sens de sa valeur. Et alors qu'on est obligé, dans un contexte on ne peut plus concurrentiel et évolutif, d'innover rapidement et de s'adapter et d'être capable de faire des choses tout à fait différentes de ce qu'on faisait auparavant, il est évident qu'il faut garder cette liberté. Liberté des enseignants, liberté des professeurs, des gens qui recrutent et des écoles. Donc je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous du coup pour ce colloque de droit qui sera donc le 9 mars prochain à l'Institut de France. Merci.